l'entretien du marquis. Bonjour à tous. Agression, insultes, alcoolisme, drogue, bagarre, bienvenue à l'Assemblée nationale. Avant de développer cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Aujourd'hui est à l'honneur Nicole Robert. Merci à elle. Et puis vous avez été très nombreux à me souhaiter un bon retour. Eh bien, à mon tour, je vous remercie. C'est très gentil, d'autant plus que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que nous subissons des attaques quotidiennes. Alors, il y a celles dont on a pris malheureusement l'habitude, les insultes de certains qui veulent absolument faire des choses bizarres avec maman. Et puis, il y a ceux qui nous expliquent qu'en 1793... eh bien, les révolutionnaires n'ont pas fini le travail. Vous voyez un petit peu le genre, ça sent le LFI fanatique. Et puis, il y a d'autres attaques qui sont bien plus insidieuses et bien plus difficiles à parer. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec Olivier Véran, vous vous en souvenez, il était interrogé par un journaliste de France Inter, et il a été mis en difficulté, même il a été confronté à ses mensonges. Eh bien, ce court extrait m'a valu une petite interdiction. Sur YouTube, ma vidéo n'est pas monétisée parce qu'il y a eu un appel de France Inter. Alors, c'est du service public. Normalement, je paie la redevance. Ce sont des images qui devraient être en libre circulation. Eh bien, non. On me fait payer une semaine après. Il faut savoir que avant de mettre la vidéo, je demande si j'ai le droit. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, elle a été exploitée pendant une semaine. Et puis là, bingo, hier soir... la vidéo, poum, j'ai reçu un avertissement. Voilà comment cela se passe aujourd'hui en France. On nous attaque tous les jours. Et je me suis aperçu, en regardant un peu ma revue de presse, et notamment Alexis Poulain, qui est un journaliste de la réinformation, bon, pas de la droite gaulliste comme moi, il est plutôt, lui, de l'autre côté de la barrière, mais il fait un travail quand même très très sérieux. Eh bien, il a eu la même mésaventure. Il avait évidemment passé un extrait de France Télévisions, un interview de Léa Salamé et de Bernard-Henri Lévy. Il s'en était copieusement moqué. Boum, sa vidéo a été supprimée. Voilà comment cela se passe. Voilà comment le service public agit envers les citoyens français. Alors évidemment, on a besoin de vous, on a besoin de davantage de pouces, de messages, d'encouragement. On a besoin véritablement que vous diffusiez ces vidéos parce que, j'ai envie de dire, c'est presque... tous les jours que c'est un petit peu comme ça. Voilà, merci à vous d'avance. Alors, avant de traiter le désordre à l'Assemblée nationale, je voudrais revenir sur un personnage que j'ai un petit peu dans le collimateur. Il s'appelle Mathieu Slama. Mathieu Slama, on va regarder son visage. C'est un chroniqueur que vous voyez à la télévision, c'est un professeur. Alors, je voudrais rappeler qui est son papa. Son papa, c'est ce monsieur, c'est Alain Gérard Slama. Alain Gérard Slama était professeur à Sciences Po, journaliste au Figaro, membre du RPR d'ailleurs, et qui était connu avec sa voix de crécelle pour donner des avis plutôt très libéraux, plutôt européistes. Et donc le fils, lui, il est sur une doctrine gauchiste. Ce qui est très intéressant, c'est que ce fils à papa, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui doit en grande partie sa carrière grâce à son père, même s'il a évidemment des diplômes, qui habite Saint-Germain-des-Prés dans un appartement très privilégié, eh bien, il se permet ce monsieur de faire du gauchisme. On a envie de lui dire, comme Bourdieu, d'où il parle. Il parle de son appartement, de son quartier le plus cher de Paris. C'est ça. C'est facile de faire du gauchisme quand on ne vit pas la réalité. Et là, je vois ce tweet qui m'a un petit peu amusé, puisqu'en Europe 1, vous avez un interlocuteur qui dit « Si on faisait plus d'enfants en France, on réglerait le problème assez facilement, le problème des retraites ». Et il y a Mathieu Slama qui dit « Le corps des femmes n'est pas un outil au service de la production et de la croissance. Ce retour des thèses natalistes à connotation xénophobe est très préoccupant. » Donc déjà, il voit des fascistes partout. C'est son grand truc à Mathieu Slama, c'est voir des fascistes partout. C'est-à-dire que les politiques natalistes deviennent des politiques fascistes. C'est extrêmement intéressant parce qu'il rejoint bien évidemment Sandrine Rousseau. Voilà comment s'installe l'idée que nos utérus seraient la solution au financement des retraites. La planète a suffisamment d'habitants et d'habitantes. Elle n'a pas besoin d'une assignation des femmes à procréer.
Travail, famille, patrie, non merci, avec la petite, évidemment, connotation pétiniste. Et puis, il y a 5 jours, justement, puisqu'on parlait de natalité, Lâcher nos utérus lance Sandrine Rousseau sur le financement par la natalité. Mais on a envie de poser la question, quel est votre problème ? Car en effet, pour une écologiste, il y a quelque chose de paradoxal. Comment se fait-il qu'elle n'accepte pas l'ordre naturel, la loi de la nature qui veut qu'en effet les femmes portent les enfants? Si elle regarde les animaux, c'est un peu la même chose. Il faudrait quand même qu'elle sorte des quartiers privilégiés de Paris ou de Montreuil et qu'elle aille voir la réalité de la vie. Et puis, il y a une deuxième chose, quand on est une femme politique, on doit assumer la politique de la nation, et notamment la grande politique de la nation, c'est le remplacement des générations. Toute politique doit être nataliste, bien évidemment. Or, cette gauche, sous François Hollande, maintenant sous Emmanuel Macron, fait tout pour détruire la natalité. Je ne peux pas ouvrir même le Figaro, qui est censé être un journal conservateur, sans trouver des articles, je veux plus d'enfants, je ne suis pas une mère épanouie. Tout est fait pour bourrer le crâne des femmes pour qu'elles n'aient plus d'enfants. C'est une véritable monstruosité. Et puis, Sandrine Rousseau dit « lâcher nos utérus ». Nos ? Mais d'où elle parle, Sandrine Rousseau? Parce que quand j'écoute Charlotte Dornelas ou Gabrielle Cluzel, elles ne partagent absolument pas son avis. Et les femmes autour de moi, c'est vrai qu'elles sont plutôt gaullistes et de droite, et catholiques qui plus est, elles ne partagent pas non plus l'avis de Sandrine Rousseau. Au contraire, toutes ces femmes m'ont expliqué qu'à cause de ces gauchistes, leur vie a été un enfer pour trouver une place en crèche, pour mettre des enfants dans les écoles. Et oui, les gauchistes ont transformé les écoles en vaste, comme l'Assemblée nationale, on en parlera dans un instant, comme un vaste désordre, on ne va pas dire de gros mots, où règne la loi de la jungle. C'est le Bronx, donc il faut absolument trouver une école un petit peu protégée pour assurer la sécurité des enfants. Voilà le monde de Sandrine Rousseau, voilà le monde des LFI. Alors je sais que certains d'entre vous me diront qu'ils ne sont pas d'accord, mais regardez les faits. Vous allez mettre votre enfant dans l'école du quartier si elle est ZEP ou autre chose? Non. Alors on arrête d'être hypocrite. On sait très bien que si on met nos enfants dans ce genre d'école, ils ne seront pas en sécurité. À qui la faute? Parce que ça, c'est la chose primordiale dans une société. Et puis après, quand nos enfants sont plus grands, c'est la drogue partout, parce qu'il n'y a pas de politique de répression vis-à-vis de ce qu'est en train de devenir la France, c'est-à-dire un narco-État. Et puis, s'ils vont dans les soirées, ils pourraient rencontrer des Pierre Palmade, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà le monde de Sandrine Rousseau. Alors, je sens un petit peu ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, bah oui, mais Sandrine Rousseau, c'est une extrémiste, elle est un petit peu particulière. On a vu Mathieu Slama. Et puis, les wokistes, il n'y en a pas que chez LFI. On en trouve évidemment à Renaissance, comme Prisca Thévenot. Continuez à nous expliquer que nous sommes que des ventres, la soutenue Prisca Thévenot. Et on sait, avec une indiscrétion, qu'un conseiller de Macron dit non, nous, la politique nataliste, c'est pas notre truc. Voilà, c'est bien la destruction de notre civilisation qui est programmée. Pourtant, c'est pas une nouveauté, on l'a souvent affirmé sur cette chaîne. Rappelons-nous, Jacques Attali avait expliqué que l'identité nationale, l'identité avec une mémoire, devait absolument disparaître. Elle devait être remplacée par une identité de genre de sa sexualité. Autrement dit, ces gens-là sont en train de nous assigner à résidence au niveau de notre sexualité. On n'a plus le droit de sortir de notre ghetto. Une succession de communautés. Et donc, ils veulent remplacer notre société traditionnelle par ce genre d'individus. Après les YEL, les non-binaires, voici les xénogenres. Vous en connaissez, oui, cette jeune fille ne se prend pas pour une humaine, elle se prend pour une elfe. Voilà le monde des LFI. Ah, ça y est, j'entends certains d'entre vous marmonner en disant que j'exagère. J'exagère? Eh bien, vous avez peut-être oublié la vidéo d'Evergreen sur cette université américaine dirigée par les woke.
Je remets les liens dans la description parce que c'est véritablement édifiant. Il faut comprendre le programme de nos adversaires. Et puis, je vous invite aussi à assister à un atelier woke animé par Alice Coffin, par exemple. Vous serez édifiés. Enfin, n'oubliez pas une chose. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, veut faire de l'éducation à la sexualité son cheval de bataille. Et avec qui? Avec les LGBTQ+, etc. Ils sont en train de prendre en otage nos enfants. Alors on ne s'étonnera pas évidemment que ce genre de personnages mettent le désordre. Ils ont tellement l'habitude d'entre eux et de mal se comporter que lorsqu'ils sont sous les caméras, eh bien, ils confondent l'hémicycle avec la plage, comme cette députée de la France insoumise. Lorsqu'on leur fait remarquer qu'ils n'ont pas la bonne tenue, ils se mettent à hurler, à pousser des cris. Vous avez remarqué une chose avec ces députés de la France insoumise, ils n'ont pas l'habitude du débat. Ils ont tellement l'habitude de vivre comme dans une secte, à chacun à réciter leur mantra, vous savez, Om Shanti Om, que, eh bien, lorsqu'ils ont de la contradiction, ils s'énervent. Ils ne savent même pas dialoguer. Et dire qu'ils sont la représentation nationale, c'est-à-dire que la députée que nous avons vue, elle devrait représenter l'ensemble des Français. Eh bien, elle fait honte à la grande majorité d'entre nous. Et nous avons vu que l'Assemblée nationale avait été, en quelque sorte, transformée en ZAD. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Emmanuel Macron a fait élire des Playmobil qui n'étaient pas très malins, ou alors comme Emmanuel Pellerin, qui confondait des soirées avec Pierre Palmade, et l'hémicycle, puisqu'il s'est fait attraper en train de sniffer de la cocaïne à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous avons assisté à un vaste désordre. Je pense que vous avez vu les images à la télévision. Nous avons la réponse, en fin de compte, à cette bordélisation, entre guillemets. C'est le Parisien et le Midi Libre qui nous renseignent. Pour les députés, du fait de dans ce désordre, ces écarts de comportement seraient la conséquence de longs moments passés à la buvette de l'hémicycle. Prise d'assaut à tel point qu'il est question de réadapter ses effectifs par manque de main-d'œuvre. Certains députés sont ivres, s'avident les tonneaux à vitesse grand V, a même rapporté une élue aux Parisiens. D'autres estiment que la présidente Yaël Braun-Pivet, la macroniste, présidente de l'Assemblée nationale, n'aurait plus les idées claires après le dîner. Nous en avons eu quelques illustrations où elle confond les députés de la France insoumise. Assez édifiant. En question également la stratégie de bordélisation mise en place par la France insoumise. Pierre Jouvet, PS, aurait rappelé aux siens qu'il n'était pas obligé d'être toujours con lors d'une réunion de la NUPES. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Les députés de l'opposition avaient un boulevard contre Emmanuel Macron puisque sa réforme était injuste et qu'elle n'était fondée que sur des mensonges. Nous en avons parlé suffisamment dans cette vidéo. Je vous renvoie à tous les numéros que j'ai pu faire. Il suffisait justement d'être solide, de donner argument contre argument. Non, ils ont transformé l'Assemblée nationale en une vaste ZAD et maintenant, eh bien, ils sont en train de pleurer. Roger Chudeau du RN en a même fait des insomnies. N'hésitez pas à se rendre au petit matin du côté du Sacré-Cœur pour retrouver du calme. Vous imaginez à quel point c'en était. Alors, qui sont les grands gagnants dans une certaine mesure auprès des Français? Puisque les macronistes, ce sont des Playmobil, ils racontent n'importe quoi. On a même, je rappelle qu'Olivier Dussopt faisait des mots croisés dans l'hémicycle quand on parle de bordélisation, c'est les LaREM et la France insoumise. Eh bien, qui sont les grands gagnants? D'après ce sondage, c'est le Rassemblement national. Et qui sont les grands perdants? Eh bien, la France insoumise. Leur manque de sérieux leur a joué des tours. Et vous remarquez aussi la majorité présidentielle et le gouvernement. Voilà, ce sont des gens qui sont jugés très dangereux par les Français. Eh bien, Marine Le Pen récolte des lauriers, puisque maintenant, le groupe RN, les députés RN ont la légitimité pour gouverner la France parce que les Français ne veulent pas de l'agressivité de la NUPES, la compromission des LR et la trahison, bien sûr, des macronistes. C'est vraiment intéressant parce que si la droite patriote, même si beaucoup d'entre vous ne sont pas sur la ligne du Rassemblement national, je le sais, vous me l'avez suffisamment écrit. Il n'en reste pas moins que dans le Rassemblement national, ce sont les gens qui sont le plus proches de nous. Vous avez des gens comme Tanguy, qui a fait un merveilleux travail à l'Assemblée nationale. Vous avez Bardella, qui est quand même assez solide devant les médias. Vous avez aussi Virginie Joron, qui lutte contre les politiques covidistes. Vous avez Mariani, notamment sur la politique
à mener avec la Russie. Donc, même s'il y a une ligne au Rassemblement national que je ne partage pas, notamment une ligne plutôt libérale européiste, il n'en reste pas moins qu'il y a des gens avec lesquels il est très agréable de dialoguer. Et pour nous qui sommes gaullistes, je dirais plus authentiques, c'est une très bonne nouvelle. Si les Français commencent à accepter nos idées majoritairement, eh bien cela annonce des lendemains qui chantent. Voilà. Alors, quand je parlais de trahison, pas trahison Macron, bien sûr. Nous avons appris que Berlin ne veut pas de réforme du marché de l'électricité avant les élections européennes. Pendant ce temps-là, EDF, notre fleuron, est en train de mourir. 18 milliards de déficit. Quel est le responsable? Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui préfère continuer cette politique européenne plutôt que de sauver ses indépendants, son industrie. Voilà, Emmanuel Macron la traîtrise, c'est pour cette raison d'ailleurs que les gens le jugent de plus en plus dangereux. Et Emmanuel Macron est d'autant plus dangereux qu'il a pour allié, vous le connaissez, Joe Biden. Joe Biden était à Kiev, où il a rencontré Zelensky, et il a affirmé « Le monde est avec vous ». Alors le monde, on va vérifier. Quel est le monde qui est avec Zelensky? Il n'y a que le camp occidental, on voit très bien sur cette carte. Les pays qui veulent imposer des sanctions à la Russie sont en bleu, et on s'aperçoit qu'en effet, il n'y a que le monde occidental, en quelque sorte, qui lutte contre la Russie. Voilà, donc déjà, Joe Biden, bon. Et puis moi, j'aurais aimé que les journalistes lui posent une question à Joe Biden. Vous connaissez bien Kiev, votre fils, il y a travaillé, notamment il a eu un petit souci avec un procureur, et vous êtes même intervenu pour chasser le procureur qui traquait la corruption. En fait, Biden à Kiev, j'ai presque envie de dire, c'est un criminel qui revient sur les lieux du crime. Il faudrait peut-être que la presse occidentale rappelle l'affaire Hunter Biden. Maintenant, j'ai lu certains commentateurs qui parlent de Troisième Guerre mondiale. Bon, chacun est en train de montrer ses muscles, expliquer qu'il ne cédera pas. Pour Joe Biden, il y a un énorme problème, et vous le connaissez, c'est qu'il est déjà parti d'Afghanistan. Si en plus il y a une défaite en Ukraine, Joe Biden passera pour le pire président de l'histoire de l'Amérique. Bon, je tiens à vous signaler qu'il n'y aura pas d'autre choix, parce que moi je lis la presse militaire, tout le monde est à peu près d'accord. L'Amérique ne pourra pas tenir longtemps cette ligne. Alors, ce n'est à mon avis qu'une tentative d'intimidation. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lever le petit pouce bleu, à m'aider par une diffusion sur d'autres réseaux sociaux, à m'écrire un gentil message. Et puis, à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.